Mesdames et messieurs, bienvenue, bonsoir à notre émission vers 2020, donc en présence de Mohamed Chawouch. Bonsoir Mourad, bonsoir chers téléspectateurs. Comment tu vas Mohamed cette semaine? Très bien, et toi? Voilà, nous n'avons pas pu faire d'émission la semaine dernière, donc par contre, aujourd'hui, on va être très chargé. Nous allons commencer par le forum du handicap organisé par COGEP et Mademoiselle Uzume Çelik, qu'on va voir en direct dans quelques instants. Donc le 27 janvier 2019, de 9h à 16h30, à l'espace Albert Camus, 1 rue Maryse Bastier, 69 500 Bronn. Voilà. Donc on va tout de suite... On va prendre Uzume Çelik concernant l'organisation de ce forum. Je tiens à signaler que l'organisation se passe en région Rhône-Alpes. Et j'en profite aussi pour remercier ici, mon cher Mourad, toute l'équipe de COGEP Rhône-Alpes, sous la direction de mon cher ami Habib, qui ont fait un travail formidable. Mais je vais laisser plutôt la parole à Uzume, qui a été gentil de bien répondre à notre invitation et de prendre part à notre émission. Donc tout d'abord, bonsoir Uzume. Bonsoir. Je vous remercie d'être présent ce soir à notre émission. Je pense que là, à quelques jours de ce grand événement, vous devez être encore dans les derniers petits préparatifs. Donc je vais aller directement au but. Comment vous est venue cette idée d'organiser un tel forum ? Donc, tout d'abord, en fait, c'est une organisation, donc c'est une décision qui a été prise par toute l'équipe COGEP Rhône-Alpes. Donc, étant donné qu'on fonde plusieurs projets dans l'année, donc cette année, on a décidé d'organiser un premier forum du handicap qui aura lieu à Bron. Pourquoi le handicap? En fait, si vous voulez, en soi, COGEP, ce serait une première pour COGEP parce que nous avons jamais fondé de projet dans le domaine médical. Et on voulait en fonder un, donc on a choisi le handicap parce que, comme vous le savez, le handicap, ça reste toujours un sujet, c'est d'ailleurs un sujet tabou pour toute la population, j'ai envie de vous dire, parce que, c'est pas une situation que toute personne a envie d'entendre ou a envie de s'informer. Il y a un certain inconfort par rapport à ce mode de vie ou à cet état de la personne, quoi. Exactement. Donc c'est un état de santé en fait qui est très oublié par la population française. Tout à fait. Alors, par rapport à l'organisation de ce forum, quelle a été vos démarches aussi? Parce que je pense que c'est pas simple pour organiser un tel forum. Ça demande du courage, de l'ambition et une certaine vivacité de votre part, de votre équipe. Donc, quelles ont été vos différentes démarches à ce niveau-là? Ah oui, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. C'est un projet qu'on a débuté au mois de septembre, donc ça fait 4 mois qu'on est dessus. Donc comment ça s'est passé? Donc en plus, c'est un premier forum du handicap. Donc dans le domaine médical, on n'avait jamais l'habitude de faire des projets dans cette situation. On a donc tout d'abord trouvé la salle, on a pris contact avec certaines associations, on a discuté avec pas mal de personnes qui sont dans cette situation, donc qui sont concernées par cette situation de handicap. Ensuite, une fois avoir fini tout ça, donc on a commencé à organiser nos séances de notre programme, en fait, le déroulement de la journée. On a pris contact avec différents professionnels de santé, avec différentes associations qui vont nous aider, que je vais vous en parler tout à l'heure d'ailleurs, en détail. Je vous expliquerai. Et ensuite, on a lancé le projet. Super. Vous pouvez déjà nous citer un peu vos partenaires, à part le COGEP, Oui. Donc, je veux juste préciser que nos partenaires, donc c'est tous des associations spécialisées dans le handicap. Donc, il n'y a pas d'association culturelle ou autre, c'est que le handicap. Donc, nous avons voulu rester, on a voulu rester dans le contexte du handicap. Nos partenaires, donc nous sommes, ce jour-là, il y aura, je vais vous dire tout simplement, donc on travaille avec notre premier partenaire, Handicap Éducation. Donc c'est avec eux qu'on organise aussi, qui nous ont beaucoup aidés
en termes de communication. Ensuite, nous allons travailler avec la FNAT qui est une association des accidentés de la vie, les Petits Rubans Bleus, Association Valentin Œil au service des aveugles et des malvoyants, Handima. Ensuite, nous aurons l'APF, l'association des paralysés de France, donc c'est une association très très connue. C'est une grande association nationale, l'APF. Ah oui, l'APF très grande. Je vais vous en parler en détail juste tout à l'heure par rapport à ce qu'ils vont faire donc dans le programme. Ensuite, donc, on aura plusieurs associations sur place. Si vous voulez, je veux commencer par le programme en fait. Je veux directement vous expliquer parce que là, je veux pas trop bien sûr. Voilà. Donc moi, je vous explique tout d'abord. Ça sera un programme. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va commencer à 9h. Donc, ça sera sur une journée, le 27 janvier. Il commence à 9h et il finira à 16h30. D'accord. Donc, nous débutons le programme par une conférence qui commencera à 10h, de 10h à 12h30, pardon. Donc, ça sera une conférence donnée par de différents professionnels de santé. Donc, il y aura un médecin, un psychologue, des aides-soignantes, il y aura une naturopathe et une ostéopathe. D'accord. Qui vont aborder différents sujets. Est-ce que vous voulez que je vous détaille les sujets ou Alors, pas forcément, parce qu'en fait, j'en profite là à l'antenne pour faire la pub aussi de votre page internet sur Facebook, de votre page Facebook. Donc, nos amis, nos chers téléspectateurs peuvent aller vérifier, consulter le programme sur Forum Handicap 2019. C'est bien ça ? C'est ça. Voilà. Exactement. Donc sur lequel vous avez un très beau programme qui est très bien détaillé. Donc je les invite vivement à consulter ce programme. Mais les grandes lignes ou les temps forts de cette journée du programme de la journée du handicap, quel est pour vous le temps fort, je dirais, de cette journée ? Honnêtement, je vais vous dire, ça sera un peu de tout parce que comme j'ai pas fini le programme, donc la conférence de professionnels de santé, c'est ce qui va aider le public à s'informer sur le handicap. Donc, ce jour-là, ils auront la possibilité de poser toutes les questions aux professionnels de santé. Donc, c'est pas évident de trouver toute une équipe pluridisciplinaire sur place. Donc, autant ils peuvent en profiter, même s'ils sont pas touchés par cette situation. Donc, ils peuvent avoir des proches ou ils peuvent tout simplement être curieux et avoir quelques questions. Ensuite, l'après-midi, donc moi, je vais continuer à vous détailler le programme. D'accord. Parce que du coup, ça va répondre en quelque soit donc à votre question. Donc de 13h30 à 14h30, il y aura l'interview de personnes en situation de handicap. Donc justement, je reviens à l'association des paralysés de France. Donc c'est une séance qui va être organisée par cette association-là. Il y aura 5 personnes touchées par de différents handicaps. Donc que ça soit visuel ou moteur ou cognitif. Donc en fait, on a préparé une dizaine de questions et on a laissé un peu de temps au public, donc aux spectateurs qui seront présents ce jour, qui pourront poser aussi également s'ils auront des questions. Donc le thème, c'est échange autour du handicap. Donc il y aura des personnes en situation de handicap qui vont expliquer leur vécu, exactement. Leur quotidien. Leur quotidien, voilà, c'est ça que je cherchais, donc leur quotidien. Ensuite, juste après ça, on aura une activité de sensibilisation au handicap, donc c'est ce que j'appelle la séance d'empathie. En fait, si vous voulez, ça sera une séance qui va se passer sur scène. C'est très intéressant ça, cette expérience. On devrait la faire plus souvent, moi je dirais, l'empathie. Oui, voilà. Exactement. C'est surtout comment vous allez gérer tous ces sujets en si peu de temps. Moi, je pensais qu'une journée complète était trop longue, mais là, quand vous détaillez le programme, c'est quand même très très important ce que vous faites. Oui, c'est pas évident parce que c'est vrai que contrairement à d'autres forums, on a beaucoup de, je vais pas dire nouveautés, mais on a beaucoup d'autres, je vais vous dire par exemple pour une naturopathe dans un forum du handicap, ce sera une première quoi. Alors c'est quoi cette personne, une haltéropathe, vous me dites ?
C'est la naturopathe. Naturopathe. En fait, naturopathe, c'est une personne qui est spécialisée dans l'aromathérapie et la phytothérapie. Donc, la phytothérapie, c'est le traitement en fait de certaines pathologies par la médecine naturelle, donc ce qu'on appelle les plantes ou tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel. Après, je vais pas vous en dire plus parce que je ne suis pas c'est pas ma profession, donc je ne suis pas spécialisée. Mais donc, si on veut en savoir plus, il faut venir. Hein. Oui, voilà, il faut venir. Et c'est ça, il faut venir et je vais publier dans la semaine. Demain, je publierai un article sur l'aromathérapie que Lucie Caron nous a envoyé. D'accord. Nous a préparé. Donc si je m'adresse aux spectateurs, hein, si vous avez un doute ou vous voulez savoir la profession, en quoi ça consiste exactement, n'hésitez pas à consulter la page de l'événement Forum du Handicap 2019. Parfait. Quelles sont vos attentes de ce forum, Jumet? Quelles sont mes attentes de ce forum? Oui. Donc, tout d'abord, ça va être un peu courant ce que je dis, mais le changement de regard envers cette situation. Pourquoi le changement de regard envers cette situation? Parce que, je peux vous donner une petite anecdote, un exemple juste. C'est quelque chose en fait qui m'a justement motivée à m'inciter dans ce projet. C'est que tout d'abord, quand j'ai annoncé au public, donc que ça soit à mes proches, à mes collègues de travail, etc., quand j'ai annoncé que j'allais être coordinatrice de ce projet-là, la première question qu'on m'a posée, c'est: est-ce que vous êtes touché par cette situation ou est-ce que vous avez un proche touché par cette situation de handicap? Donc que ça soit une sœur ou un frère ou un cousin. Et en fait, si vous voulez, sur le coup, ça m'a ça m'a rendu triste. J'étais vraiment malheureuse d'entendre ça parce que tout simplement, je ne pense pas qu'on est obligé d'être touché par cette situation pour penser à cet état de santé. D'où l'importance de faire de l'empathie. Voilà, de l'empathie, exactement. Donc c'est pour ça que du coup, justement, sur notre affiche, on a bien mis le slogan « Changeons notre regard sur le handicap » parce que c'est la première chose que nous voulons faire. Ensuite, c'est de faire profiter les personnes qui veulent s'informer sur cet état de santé, donc en organisant toutes ces séances, cette conférence. Ensuite, comme je vous l'ai dit, sur place, il y aura plusieurs associations. Donc, plusieurs associations spécialisées dans différents handicaps. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais j'aurais dû le préciser au début, on ne vise pas un handicap en particulier. Tout à fait, c'est l'handicap en général, quoi, dans la société. Voilà, en général, voilà. C'est très vaste. Oui, parce que il y a moteur, auditif, visuel, cognitif, Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs associations spécialisées dans différents handicaps. Donc c'est-à-dire que la personne qui sera présente, je donne un exemple, la personne qui a un handicap moteur, elle pourra trouver une association qui sera ce jour présente pour être à son écoute, pour s'informer, pour informer la personne, pour l'aider et qui pourra la prendre en charge par la suite. D'accord, parfait. Moi j'avais une autre question concernant l'après de ce forum. Donc les personnes qui vont venir, vous avez détaillé, ils vont trouver réponse à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs interrogations par rapport à leurs handicaps, leurs démarches administratives, leur parcours, parce que c'est quand même très vaste. Et souvent, dans ce genre de cas, et comme tout domaine de l'administration française, mais beaucoup plus pour ces personnes-là, c'est toujours un parcours du combattant. Connaître ses droits, ses devoirs, les démarches administratives, quelle porte faut pousser pour pouvoir, je sais pas, bénéficier d'une autorisation de stationnement handicapé, c'est les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, de choisir son fauteuil roulant, tout ce truc. Voilà, les personnes, les familles vont pouvoir être accueillies, guidées dans ces démarches-là, dans ces orientations-là aussi. Et l'après-forum, qu'est-ce que vous pensez de l'après-forum? Comment est-ce que vous allez gérer Est-ce que les partenaires vont continuer à soutenir ces gens-là?
qui auront participé bien à ce forum. Bien sûr, c'est le but de leur présence d'ailleurs. Hein. D'accord. Oui. Le but justement, c'est d'aider ces personnes qui ont besoin. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr. Super. Moi, j'avais une autre question concernant l'organisation. Donc, vous nous avez dit que vous faites partie de COGEP Rhône-Alpes, vous l'organisez avec COGEP. Donc, je remercie de nouveau toute l'équipe de COGEP Rhône-Alpes par rapport à cette organisation-là. C'est une démarche atypique venant d'une organisation culturelle de la COGEP. C'est un domaine dans lequel où très peu d'associations non membres non membres entre guillemets, c'est-à-dire qui ne font pas partie du réseau handicap, s'aventurent. Moi, je tenais à les féliciter par rapport à cette ouverture parce que c'est vraiment une très belle démarche. Il y a un autre point que je voulais souligner, si vous me le permettez, Uzumé, c'est le handicap dans les familles issues des différentes vagues migratoires. Voilà, COGEP est issu du mouvement migratoire originaire de Turquie, mais on peut aussi, en parler par rapport aux autres vagues migratoires, qu'elles soient africaines, maghrébines, asiatiques, etc. Souvent, le handicap est traité différemment et vécu différemment selon les origines. Que ce soit dans une famille turque, dans une famille maghrébine, dans une famille européenne, elle va être vécue et traitée différemment. Est-ce que vous avez un point de vue personnel là-dessus par rapport à cette chose-là? Voilà, il y a non seulement le côté culturel, mais très souvent on peut aussi inclure à cette démarche culturelle le côté culturel aussi qui ne répond peut-être pas forcément à nos attentes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là? Après, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que moi, je suis d'accord avec vous, ce que vous dites, mais je pense, ça c'est mon idée personnelle. Après, j'ai jamais été face à cette situation, que ça soit une situation de discrimination ou quoi. Mais le handicap, en fait, en soi, c'est vraiment une comment on peut dire. En fait, si vous voulez, le handicap en soi, c'est une discrimination en fait. La personne qui voit une personne handicapée, elle va pas chercher à comprendre si cette personne est française ou est turque ou maghrébine. Pas du tout. En fait, c'est le handicap en soi qui va déjà le mettre de côté. Problème, en fait. Oui, d'accord. C'est pas la religion, c'est pas. D'accord. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup, Uzumé. Ce que je peux vous dire, c'est concernant ce forum, concernant ce programme, effectivement, étant donné que, comme vous l'avez dit, que vous l'avez évoqué, COGEP, c'est une association turque, donc qui est partenaire, qui travaille beaucoup avec les associations turques et françaises aussi. Mais comme vous pouvez le constater, là, il y aura la présence des associations pratiquement oui, qui ne sont pas turcs, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Ça, j'ai bien compris. C'est une organisation. C'est une organisation, comment dire. Un public en particulier. C'est vraiment. Tout à fait. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à la participation? Vous lancez une invitation à nos téléspectateurs? Oui, juste, c'est la dernière partie que j'ai pas évoquée qui est pour ma part super importante. Bien sûr. Donc de 15h30 à 16h30, c'est une séance qui ne se fait pas tout le temps dans un forum du handicap. Dans tous les forums du handicap que j'ai suivis, j'ai dû en voir un ou deux, mais c'est la démonstration de gestes de secours qu'on a mis en place en fait, qui va être faite par la Fédération française de cardiologie. D'accord, super. Donc des gestes de premier secours à destination des personnes handicapées. Pour tout public. Pour tout public, d'accord, ok. Tout public, d'accord. C'est ça. Donc j'insiste bien parce que je pense que c'est un sujet très important. C'est une séance très importante parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas accès à ces formations. Ce n'est pas évident aussi, où la plupart des personnes n'ont pas les moyens de se donner, de se payer cette formation-là. Donc voilà, juste il va être évoqué les gestes de secours en face à un arrêt cardiaque, saignement, étouffement qui sera donné par 2 cardiologues. D'accord, super. Donc ce jour-là. Moi j'estime que cette formation elle devrait être obligatoire.
dès le collège, à toute personne, parce que c'est vraiment très important. Ça peut sauver pas mal de vies. Hein. Bien sûr, bien sûr. Exactement. C'est vrai qu'on néglige pas mal, mais enfin moi qui est dans le domaine médical, je vous dis, enfin ça c'est quand même les premiers secours, mais c'est les plus utiles, quoi. Ce sont les premières secondes qui sont les plus importantes. Écoutez, un grand bravo et un grand merci à vous, mademoiselle Uzumé, au COGEP et toutes les associations partenaires de ce forum. Bon courage. Hein. Bon courage. On pense très fort à vous. On vous dit bravo pour la démarche, en espérant que le public sera au rendez-vous. Donc là, je lance un appel à l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'ils soient de la région Rhône-Alpes ou ailleurs. Donc je sais déjà que nous avons pas mal de personnes qui vont faire le déplacement depuis l'Alsace, hein, pour venir vous soutenir et participer à votre forum. Donc n'hésitez pas. Vous allez être en présence de personnes, des visages familiers qui pourront vous orienter, vous guider dans vos démarches, dans votre recherche d'informations. Alors, j'aimerais juste dire aussi, c'est pas que pour les personnes handicapées, c'est-à-dire les personnes valides. Allez aussi voir, allez aussi vous confronter à la réalité de ce monde qui n'est pas le nôtre, auquel nous sommes très souvent étrangers, différents. Je lance aussi un appel dans ce sens-là, c'est-à-dire allez vous confronter à ce monde. C'est très enrichissant. C'est une expérience qu'il faut vivre, je dirais. Ça me fait rappeler mes visites dans des maisons de retraite ou dans des maisons spécialisées, parce que j'ai aussi travaillé en milieu hospitalier pour différentes raisons, et c'est vrai que c'est très enrichissant, et quand on rentre le soir à la maison, on regarde la vie autrement, je dirais. Exactement. Oui, exactement. Est-ce que j'ai 2 petites minutes? Bien sûr. J'ai gardé 2 petites minutes. Donc moi, je voulais juste remercier aussi nos sponsors. Donc, vous savez, enfin, étant donné que c'est un très grand forum, donc c'est une très grande salle, nous avons eu pas mal d'aides financières de la part de différents sponsors. Donc je vais citer le nom, enfin je vais pas citer le nom, mais voilà, je les remercie pour leur soutien. Bien sûr. Je voudrais juste dire aussi que pour motiver un peu et pour offrir différents cadeaux aux personnes en situation de handicap, nous avons aussi une tombola ce jour-là. D'accord. Qui est organisée, et nous avons Turkish Airlines qui offre 2 billets aller-retour. Super. Oui, Lyon-Istanbul avec Turkish Airlines. Donc la personne qui gagne ce lot aura la possibilité de choisir la date et la personne avec qui elle veut faire ce voyage. D'accord, super. Et avec d'autres bons cadeaux réservés pour eux. Voilà, donc moi juste je veux rajouter, voilà, je veux juste inviter tout public. Hein. L'entrée, elle est gratuite, tout public, et je vous demande d'être un maximum ce jour-là parce que c'est une très grande organisation. Et ce jour-là, vous savez que le public visé en particulier, ça sera quand même les personnes dans cette situation. Donc, je ne veux pas qu'ils se retrouvent, qu'ils se sentent un peu seuls en ayant en ayant autour d'eux très peu de personnes. Donc voilà. Donc vous comptez sur le public pour sur le public, oui, qu'ils viennent vous soutenir. Oui. On l'espère aussi. On remercie aussi vos mécènes, vos sponsors, toutes ces âmes charitables, toutes ces bonnes volontés qui vous ont aidé et qui vous ont permis, qui ont permis l'organisation de ce premier forum du handicap sur cette très belle ville de Bron. C'est comme ça qu'on dit, hein, c'est Bron ou Bronn? Bron. C'est Bron, voilà, c'est bien Bron. C'est bien Bron, ok. Je vous remercie beaucoup, Uzumé. Merci à vous. Et on vous dit à très bientôt, donc peut-être, pourquoi pas, d'ici quelques semaines pour faire le bilan de ce forum. Le bilan du forum, oui, avec plaisir. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Notre deuxième sujet concerne le SNU, Service National Universel de 15 jours pour les jeunes de 14 à 16 ans. On revient à une autre réalité là. Exactement, c'est une autre réalité. L'armée qui était une réalité pour les garçons jusqu'au début des années 2000. Oui. Il y a une autre partie, enfin ça a été un tout petit peu transformé et ça revient
revoir les jeunes pendant 15 jours. Oui, mais par contre, cette fois-ci, ça sera les filles et les garçons. Ça sera les filles et les garçons. C'est vrai que ça revient un peu à la mode. C'est pas que en France, mon cher Moulad, c'est un peu partout. Alors, nous avons, nous, en France, le fameux SNU, Service National Universel, qui va englober l'ensemble de nos jeunes. Alors, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la mise en place de ce programme-là. Bien sûr, on est tous attachés à ce que les jeunes aient un minimum d'appartenance, un minimum de respect des institutions républicaines, des institutions démocratiques, un minimum, comment dire, de respect par rapport à la nation, au drapeau, à l'état dans lequel ils vivent. Par contre, la mise en place de ce programme, de ce service national universel, ce fameux SNU, est très contesté. Il y a beaucoup de milieux qui le contestent par rapport à l'organisation, à la mixité, à la coupure, des jeunes de leur environnement familial, mais aussi culturel et culturel, c'est-à-dire par rapport à leurs convictions. Ok, par rapport à un programme de service national universel. Ok, par rapport à une démarche de revalorisation, je vais utiliser peut-être des termes un peu techniques ou commercial, dans le sens où voilà, donc il faut valoriser les institutions, l'État, nos valeurs, mais tout en gardant la spécificité de la composante de la population. C'est-à-dire, on peut pas cloner toute la population. On peut pas demander à tout le monde d'être typé de la même façon et d'être pendant 15 jours, voilà, comme des clones, comme des marionnettes, comme des Playmobil, tous pareils. Non, c'est pas ça. Ok pour le service, mais avec les spécificités, c'est-à-dire il faudrait que la personne qui veut se rendre à ce service-là, avec ses convictions, qu'elles soient culturelles ou cultuelles, puisse venir ainsi. C'est ça le sens de la République, c'est ça ce qui fonde les fondements de la France, de cette nation, et c'est comme ça que nos pouvoirs publics et que nos politiques devraient voir la chose. Auquel cas, on risque de créer des frustrations, on risque de créer, des amalgames. Justement, en parlant de ces amalgames... Et des confrontements. Est-ce que ça sera... Il y a plusieurs discussions. Est-ce que ça sera sur bénévolat? Est-ce que ça sera plutôt obligatoire? Si c'est obligatoire, sous quelle forme? On est en train de discuter. Mettre les gens à une seule classe ou à un seul type d'hommes et de femmes dans ce genre d'organisation, quel est l'objectif réellement? Alors moi, ça me fait penser, tu sais, aux 2 tomes de livres là qui ont été rédigés il y a quelques décennies de ça par Aldous Huxley. Aldous Huxley avait écrit Le meilleur des mondes, dans lequel il traçait, les contours d'un monde formidable où tout le monde était pareil, où tout le monde était, tout humain était produit à la perfection, et tous ceux qui avaient des petits défauts de fabrication, là je schématise très, très vite, tous ceux qui avaient des défauts de fabrication étaient mis à l'écart, étaient bons à rien, étaient bons pour la casse, quoi, matériellement parlant. Est-ce qu'on veut en venir là? Non. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un pays, nous sommes une nation qui a une histoire, qui a un vécu, qui a une réalité qui ne date pas d'hier, qui est faite, de différentes composantes. Et il faut qu'on l'accepte telle qu'elle est. C'est comme ça qu'il faut voir, et la République est faite pour faire vivre et pour faire cohabiter, pour faire vivre tout ce noyau, tout ce monde, toutes ces diversités. La France, ce n'est pas que la métropole, ce n'est pas que
la France en Europe, c'est la France des toms, c'est la France des toms, mais c'est aussi la France en Afrique, c'est aussi la France maghrébine, c'est aussi la France d'Indochine. Donc nous avons un passé historique par rapport à toute cette géographie-là. C'est aussi la France dans l'océan Indien, c'est la France dans l'océan Pacifique, mais c'est aussi la France des différentes vagues migratoires. Comment dire, toute cette population qui est venue en Europe, qui est venue en France pour reconstruire cette France, qui est venue pour reconstruire cette Europe. Voilà, elle est là, elle est présente, elle a fait son travail, elle a apporté avec elle non pas que sa force musculaire pour faire les grands travaux, pour reconstruire cette Europe, ce pays, cette nation dévastée par cette guerre. Elle est venue aussi avec sa culture, avec sa religion, avec sa spécificité, avec sa famille, avec son hospitalité, avec son savoir-vivre qui était le sien. Voilà, c'est un mélange de tout ça que la France doit être capable de faire cohabiter. Donc dans ce service, dans ce service national universel, si nous faisons abstraction de tout ça, je pense qu'on va droit au mur. Et c'est pas ce qu'attendent les Français, c'est pas ce qu'attendent, comment dire, les parents pour leurs jeunes enfants, pour leurs futurs adolescents qui vont être appelés sous les drapeaux. Peut-on, en résumé, dire que la France commence à dérouter au niveau de la laïcité et le droit de l'homme? La laïcité n'est pas... En imposant des choses bien carrées. La laïcité n'est pas une dictature de la pensée unique. La laïcité n'est pas un régime autoritaire d'une seule façon d'être et de vivre. La laïcité n'est pas le kémalisme, comme on a pu le faire valoir ou l'imposer durant des décennies dans un pays qu'on connaît très bien, la Turquie, sous différents régimes. La laïcité, pour nous, c'est le bon vivre ensemble entre les différentes communautés, qu'elles soient religieuses ou pas, qu'elles soient culturelles, cultuelles. La laïcité, c'est la parfaite harmonie de toute cette population qui fait la France et qui fait la force de cette nation. Nous allons encore suivre ce sujet du SNU dans les prochains temps. Bien sûr, non seulement nous allons le suivre. D'ici là, ça va se former un peu. On va voir les différentes formes et puis... non seulement il faut qu'on le suive de très près, mais je lance aussi un appel ici à nos téléspectateurs, c'est de se saisir de ce sujet-là. Vous avez l'occasion aussi d'en parler, d'en faire allusion sur les forums, sur les cahiers de doléances, par rapport au grand débat national. Je pense que c'est une occasion rêvée. Donc il faut se saisir de ce problème-là, il faut en débattre, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va par rapport à ce sujet-là, le SNU, le Service National Universel. Est-ce que comment dire, c'est une imposition d'une seule type de pensée, ou est-ce que, comment dire, c'est vraiment l'harmonie de cette population, de cette nation? Est-ce que c'est une dictature? Est-ce que c'est un régime autoritaire? Ou est-ce que c'est le régime républicain de la 5e République dans lequel nous vivons et que nous voulons faire évoluer? Voilà, donc ce sont des questions très importantes, ce sont des réponses auxquelles chacun et tout citoyen a droit d'avoir une réponse. Nous devons nous saisir de ce débat, nous devons saisir nos élus par rapport à ce sujet-là, et la communauté toute générale, qu'elle soit musulmane ou pas, doit pouvoir débattre de ce problème-là. Exactement. Nous allons revenir sur un sujet qui se termine plus, donc le gilet jaune. Alors, on parle de plusieurs fake news, et il y a le gouvernement qui a reconnu donc 4 agressions, dont un gilet jaune qui a été bien frappé par un casque, par un policier à Rennes. On nie pas mal de vidéos et de photos de la part du gouvernement. Oui. Ils ont quand même reconnu 4. C'est pour alléger un peu la souffrance des gilets jaunes? C'est peut-être une petite soupape échappatoire par rapport à la situation globale. Mais bien sûr, comme tu dis, il y a énormément de fake
évidemment, mais il y a beaucoup plus de vidéos et de photos, mais surtout des vidéos qui sont vraiment réelles, des vidéos amateurs, des personnes, comment dire, qui filment les, entre guillemets, les bavures des forces de l'ordre. C'est vraiment navrant, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment dommageable à la cause des gendarmes, des policiers, des forces de l'ordre, parce qu'ils sont là pour faire un travail formidable, ils sont là pour protéger la population, ils sont là pour rétablir l'ordre et la sécurité pour tout un chacun. Mais le fait qu'ils appréhendent les manifestants, les gilets jaunes de cette façon-là, le fait, comment dire, qu'ils entravent à leur sécurité est une faute grave, et je pense qu'il y aura des sanctions dans ce sens-là. L'autre problème, c'est que la personne lambda, le français lambda, risque de ne plus se sentir en sécurité déjà vis-à-vis d'un policier, et aussi faire confiance à la police, parce que nous, ce que nous voulons, c'est faire confiance à cette police, avoir confiance en la police, en la gendarmerie, avoir confiance, comment dire, et faire confiance aux forces de l'ordre qui sont dans la rue lorsque nous manifestons, lorsque nous sommes en train de réclamer nos droits et que nous manifestons dans la rue. Nous sommes encadrés par la police pour nous protéger. Alors si on commence à douter comment dire, du rôle de la police, c'est vraiment très dangereux vis-à-vis, comment dire, de la population, dans le sens où elle n'aura plus jamais confiance en la police, et ça risque de déraper. Je pense que là, pour ces cas-là, le gouvernement doit avoir un message fort vis-à-vis des policiers, des personnes, comment dire, qui ont autorité pour faire régner l'ordre, qu'ils se ressaisissent, qu'ils agissent, comment dire, convenablement. Bien sûr, il faut punir les casseurs. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à les arrêter, à les embarquer, à les mettre au trou, comme on dit. Mais attention aux bavures, attention aux débordements, attention, comment dire, à des personnes, comment dire, qui se ramassent des coups de matraque, des gaz lacrymogènes, alors qu'ils sont là, qui sont en train de faire du sitting, c'est-à-dire des personnes qui ne cassent rien, qui sont juste là en train de protester, de manifester. Exactement. Alors, en parallèle avec les gilets jaunes, donc nous avons les foulards rouges qui a été incité par l'un des élus de La République En Marche. Oui. Aujourd'hui, La République En Marche a décidé de prendre ses distances avec les foulards rouges. Alors, c'est toujours dans le même sens, en fait, pour calmer une partie des gilets jaunes. Oui, alors tu vois, donc c'était de la récupération. Je pense que voilà, ils ont dit tiens, les gilets jaunes, ça va s'effondrer, donc nous on va partir avec les foulards rouges. Ils ont vu que ça prenait pas, donc ils ont préféré laisser tomber. Donc voilà, c'est ça. Mais le fond du problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un malaise, qu'il soit gilet jaune ou foulard rouge. Voilà, il y a un malaise. Aujourd'hui, après 10 semaines, malgré le froid, malgré l'hiver, malgré le vent, malgré les intempéries, malgré les fêtes. Malgré les fêtes. Il y a des gens qui ont passé leurs fêtes à l'extérieur. Voilà, si depuis 10 semaines, si nous avons encore, comment dire, des personnes qui sont sur les ronds-points, les simples, comment dire, attroupements dans les ronds-points sont devenus des camps de manifestants. C'est-à-dire, vous avez, comment dire, maintenant des cabanes, des baraques qui sont en train de se construire en bois, où les gens, comment dire, mangent, dorment, montent la garde dans ces lieux-là. Ce sont des lieux de vie maintenant, hein, proprement dit, ce sont vraiment des lieux de vie, même au fin fond des campagnes. Oui, on peut trouver ça, c'est pas que sur Paris, en région parisienne, ou aux abords des grandes métropoles, non, même au fin fond des campagnes. C'est-à-dire, il y a un vrai malaise, les personnes sont toujours sur les ronds-points, ils manifestent. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est vraiment la volonté de la population d'en finir avec cet inconfort de vie, ce pouvoir d'achat qui est en berne. Les années précédentes, nous avions des manifestations
À l'automne, voilà, c'était régulier, c'était quelques syndicats qui organisaient quelques manifestations, 1, 2, peut-être 3 semaines, voilà, d'affilée, et ça s'arrêtait là. Mais là, non, ça dure, et je pense que ça va encore continuer. Donc, la consultation est en cours. Est-ce que ça va apporter quelque chose? J'en doute énormément, surtout après les orientations, comment dire, politiques et gouvernementale qu'elle prend. J'espère qu'on aura une réponse favorable aux attentes des manifestants des Gilets jaunes. Notre dernier sujet, le retour d'Alexandre Benalla, toujours donc on tourne autour du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'audition de ce dernier devant la commission d'enquête sénatrice ou sénatoriale? Sénatoriale. Tu sais, Moulad, moi j'ai été surpris. J'ai été même choqué qu'une personne comme M. Benalla puisse s'exprimer de la sorte face à une commission parlementaire, sénatoriale, et face à son silence. C'est quand même ahurissant. C'est quand même grave. Les faits sont graves. Et le dysfonctionnement de l'État, de l'appareil étatique est grave aussi. C'est ça qu'il faut souligner. C'est-à-dire, l'une des personnes les plus proches de notre président de la République, le plus haut niveau du sommet de l'État, peut dériver de la sorte. C'est ça qui est affolant. Alors qu'on nous met des garde-fous, on dit voilà, les personnes qui vont être au gouvernement doivent montrer patte blanche, toutes les personnes qui sont proches de l'appareil de l'État doivent être exemplaires, une discipline par rapport à leurs revenus, etc., etc., etc. Mais les personnes les plus proches du président de la République, comment dire, font les 400 coups. Et sans aucune impunité. Une personne peut descendre dans la rue, peut tabasser des manifestants, il peut endosser, comment dire, un gilet de la police, il peut se balader armé avec une arme de je ne sais quoi, même pas de service. Voilà, il peut faire tout ça, il peut avoir plusieurs passeports diplomatiques, faire le tour du monde, se déplacer plus de 20 fois sans que personne ne lui dise « Attends, tu fais quoi ?» C'est ça qui est grave quand même. Une petite question. Monsieur Benalla, il a quand même 28 ans. Hein, il est très jeune. Très jeune par rapport à tout ce qu'il fait. Par rapport à ce qu'il fait. Et par rapport à son entourage politique aussi. Exactement. Il est jeune. Il est jeune. Et puis, pourquoi le président de la République a confié, par exemple, sa garde à un jeune qui est en manque d'expérience, hein, parce qu'en fait, tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de, entre guillemets, couler le bateau du gouvernement. Hein. Alors, on ne peut pas dire qu'il est en manque d'expérience. Est-ce que Benalla... Parce qu'en fait, on le connaît très peu, ce Alexandre Benalla. Il est sorti de nulle part, mais il est quoi au juste? Est-ce que c'est vraiment un Personne n'arrive à dire, oui. Mais il est sorti d'où? Est-ce qu'il était, comment dire, dans les rouages politiques d'Emmanuel Macron et de son mouvement? Est-ce qu'il faisait partie du cercle rapproché d'Emmanuel Macron lorsque M. Macron était au cabinet de M. Hollande? On ne sait pas. Il était le responsable des gardes du président de la République. On peut pas, mais on ne peut pas être responsable. Alors, pas les gardes policiers ou gendarmes. Non, mais on peut pas avoir, comment dire, ces fonctions-là comme ça en claquant des doigts. Ça demande quand même une certaine... C'est vrai qu'on nous a toujours pas dit très nettement de quoi il s'agissait, son métier. Hein. Alors est-ce que c'est pas une personne des services de renseignement qui travaillait pour l'État français et qui était au service d'Emmanuel Macron? Parce que il s'est fait virer de l'Élysée, mais après quand on regarde son carnet d'adresses et son agenda, après s'être fait virer de l'Élysée, mais en fait il travaille comme un ministre, il travaille comme un représentant de l'État, avec tous ses déplacements. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune délégation, et le monsieur va rencontrer d'autres chefs d'État. Donc c'est quand même hallucinant. À quel titre est-ce que un monsieur Benalla peut aller rencontrer des chefs d'État étrangers? D'autre part, Mohamed, donc une fois qu'il a été entre guillemets viré de l'Élysée, il a passé des portes de douane avec des passeports qui n'étaient plus valides. Donc il faudra faire des recherches.
jusqu'à l'agent des douanes pour voir pourquoi aujourd'hui, en 2019, il peut encore utiliser... D'où le questionnement, voilà, est-ce que M. Benalla ne fait pas partie des services secrets et il travaille pour l'État français? Chose qui est tout à fait possible, plausible, chose qui est tout à fait... Que le sujet se ferme. Voilà, chose qui est tout à fait normale. Il faut juste que voilà, le ministère de l'Intérieur ou je ne sais quel responsable dise, voilà, écoutez, M. Benalla travaille pour les services de renseignement, il a une immunité, et à ce titre-là, voilà, il fait des déplacements. Voilà. Et là, je pense que le sujet sera clos. Mais je pense qu'il faut un certain courage politique pour pouvoir afficher et dire cette réalité, chose qui est difficilement avouable au jour d'aujourd'hui, vu la tournure que ça a pris. C'est un sujet que tu vas revenir, je pense, oui, plusieurs fois. C'est surtout un sujet qui va pourrir la vie de M. Macron. Et je pense qu'il n'avait vraiment pas besoin d'un tel Benalla, on va dire, dans son mandat, surtout actuellement avec les revendications sociales. Écoute Mohamed, merci beaucoup pour tous ces conseils, toute cette connaissance, tous ces éclaircissements, mais voilà, on essaie de faire l'actualité. Nous avons fait pas mal de sujets aujourd'hui, donc nous avons pas mal pris du temps, surtout un petit rappel pour tout le monde, que ce soit le forum handicap. Voilà, le forum handicap, le 27 janvier 2019 à Bron. À Bron. Cette fois-ci. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée et à une prochaine fois. Très bonne soirée.